premier, à mon sens, c'est d'abord les racines marocaines de M. Amir Yohanna, puisque son père est né au Maroc, et donc il a des origines, et il disait même quand il a visité une synagogue, qu'il allait toucher le siège ou la chaise sur laquelle son père y était. Et donc, il y a déjà un affect très spécial pour que les gens comprennent un peu le sens aussi affectif et psychologique de cette visite. Deuxièmement, c'est la troisième personnalité dans le protocole de l'État israélien, après le président et le Premier ministre. Troisièmement, c'est un processus et une dynamique impulsée depuis décembre 2020 que de permettre de part et d'autre aux officiels des deux pays de visiter dans le sens où on cherche à consolider la relation partenariale et en même temps s'ouvrir sur de nouvelles perspectives. En fait, la Knesset symbolise le pouvoir législatif, donc ce sont les élus du pays. En même temps, ça permet également de créer des liens avec l'institution parlementaire marocaine, non seulement la Chambre des représentants, mais probablement aussi la Chambre des conseillers, ce qui fait que c'est une visite qui a une importance, à mon sens, revêt une importance stratégique. Vous avez si bien dit, il y a eu cette reconnaissance solennelle de la marocanité du Sahara. Historiquement parlant, c'est prouvé. Le Maroc a besoin, c'est clair, de s'ouvrir sur de nouveaux partenaires. Et il ne faut pas seulement voir le côté sécuritaire ou militaire, mais il faut voir aussi le côté humain. Et je crois que ce cordon ombilical, en quelque sorte, qui lie le Maroc aux Israéliens, fait que nous sommes très singuliers et nous ne sommes pas des ingrats. Nous reconnaissons d'abord une sorte de, comme on dit, droit de préemption, parce que quand des Israéliens d'origine marocaine viennent visiter le Maroc, ils visitent leur pays. Ça, il faut que nous le gardions en tête. Et donc, ça permet encore une fois au Maroc et à Israël d'explorer de nouveaux horizons de coopération multidirectionnelle et multisectorielle. En fait, on cherche à établir ce qu'on pourrait appeler en langage géopolitique un peu avancé les infrastructures géopolitiques qui permettent de raccorder les deux pays et d'établir donc des ponts et des passerelles permanents, donc des ponts et des passerelles permanents, et en même temps créer des leviers de développement pour aller encore plus loin dans le cadre d'une interdépendance réciproquement bénéfique pour les deux pays, quand on sait, par exemple, qu'Israël est un pays développé. Il est membre de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Dans les nanotechnologies, d'ailleurs, c'est symbolique de voir ce cadeau offert par M. Amir Yohanna, le Coran nanotechnologique. Le R&D, Research and Development, Israël est très évolué dans les startups, etc. Le Maroc a besoin, de ce point de vue, de s'adosser à des pays avancés dans ce domaine pour qu'ils puissent encore devenir plus résilients. Et là, il faudra revenir au discours de Sa Majesté le Roi, quand il parle de l'autonomie stratégique du Maroc, énergétiquement parlant. Sur le plan de la sécurité alimentaire, on parle aussi de l'eau, le dessalement des eaux, et c'est un projet titanesque chez nous. On parle également de l'autonomie sanitaire et au-delà. Et par ailleurs, ça donne un contenu donc concret, opérationnel. J'ai parlé tout à l'heure des infrastructures géopolitiques qui permettent encore une fois d'élargir le spectre. Il faut voir, à mon sens aussi, dans cette relation, comme étant une relation ouverte sur d'autres pivots, d'autres partenaires, soit l'Union européenne, soit les États-Unis, ce qu'on appelle la triangulation, ce qui fait que c'est une approche, à mon sens, qui est incrémentaliste, c'est-à-dire mollo-mollo. Elle réalise des gains à petits pas, mais au final, quand on fait l'addition des pas réalisés et accomplis, je crois que ça pourrait, Inch'Allah, donner des résultats tangibles. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la stabilité et on cherche aussi la paix. Nous pensons en termes de Moyen-Orient, nous pensons en termes de Méditerranée occidentale, Afrique du Nord. C'est cela, à mon sens, la vision du Maroc. Le Maroc n'a jamais abandonné la cause première chez les arabo-musulmans, à savoir la question palestinienne. Et vous savez, si on remonte à l'accord tripartite, ou la déclaration tripartite signée entre le Maroc, les États-Unis et Israël, c'était le 21 décembre 2020, Sa Majesté a insisté sur le fait que le Maroc n'abandonnera jamais sa position par rapport à l'État palestinien, reconnu d'ailleurs qu'il y a une ambassade à Rabat. Et le fait de dire que le Maroc, en la personne de Sa Majesté le Roi, préside le comité Al-Quds, et ça a été dit hier par M. Amir Yohanna,
cela confirme la position de principe du Maroc. Donc on est dans une approche, on va dire, qui n'est pas découplée, mais elle est plutôt interconnectée. Cela veut dire le développement des relations avec Israël, pour explorer de nouveaux horizons, on l'a dit, ne va pas pousser le Maroc à abandonner sa position de principe par rapport à la question palestinienne, qui est une position exprimée dans le cadre de la Ligue arabe. On ne sort pas du consensus arabe, tel qu'exprimé, et notamment à travers la proposition de l'Arabie saoudite, qui était celle de Taïf, dans un premier temps. Taïf, c'était au Liban, et par ailleurs, acté par la Ligue arabe. État palestinien avec les frontières d'avant le 11 juin 1967. Donc la position et l'approche du Maroc, c'est une approche qui est stratégique. Je crois que nous sommes complémentaires avec des pays qui sont, on va dire, des pivots dans le monde arabe, comme l'Égypte, comme la Jordanie. Et aujourd'hui, on le sait, d'autres pays font partie des accords d'Abraham. Donc le Maroc ne va jamais abandonner son plaidoyer en faveur de l'État palestinien sans pour autant faire de la chaise vide et dire qu'au final, on peut défendre la cause palestinienne juste par les paroles. Non, aujourd'hui, il faut prendre des actes et les assumer. Et c'est ce qui fait la singularité stratégique du Maroc.